Parfait. Installe-toi bien parce qu'aujourd'hui on va répondre à une question qui intrigue tout le monde. Pourquoi, dans Guerrières du K-pop, seules les femmes deviennent chasseuses de démons? Est-ce juste un choix esthétique ou existe-t-il une raison beaucoup plus profonde, liée à l'histoire, à la culture et à l'évolution de la Corée elle-même? Si tu restes jusqu'au bout, tu vas découvrir comment chaque génération de chasseuses a transformé le mythe et pourquoi ce sont toujours des héroïnes féminines qui portent ce flambeau. Alors prépare-toi, l'aventure commence maintenant. Pour comprendre, il faut remonter au tout début, à la première génération. On les découvre dans le prologue, armés et habillés dans des tenues qui rappellent le hanbok ancien. Mais regarde bien, la coupe en V de leurs habits correspond précisément au style de l'époque des Trois Royaumes, il y a plus de 1000 ans. Et à cette époque, le chamanisme coréen dominait la vie spirituelle. Ces femmes n'étaient pas des idoles pop, mais des mudangs, des chamans. Leur musique était faite de tambours puissants, de chants rituels et de danses sacrées. Chaque note, chaque mouvement servait à invoquer la protection des esprits. C'est là qu'est né le fameux Rimon, ce symbole mystique de défense contre les démons. Sans elle, aucune des générations suivantes n'aurait existé. Imagine un instant ce rituel géant au cœur de la nature, avec des flammes, des talismans et des épées imprégnées d'énergie spirituelle. Ce n'était pas du spectacle, c'était une lutte vitale pour la survie de l'humanité. Avançons dans le temps. La deuxième génération apparaît rapidement, mais leur style marque immédiatement. Robe courte, cheveux à la garçonne, un look flappé, typique des années 20. Mais cette apparence n'était pas qu'une mode. La Corée vivait alors sous la colonisation japonaise, une période d'oppression culturelle et d'effacement identitaire. Les démons profitaient de cette douleur pour se renforcer. Ces chasseuses ont alors mélangé tradition spirituelle et premier style de musique populaire, le Yuonga. Au lieu des forêts sacrées, elles se produisaient dans des bars et des clubs, transformant chaque scène en champ de bataille spirituel. Imagine-les, cachant des épées coréennes dans leurs robes ou utilisant des accessoires féminins comme des armes, épingles à cheveux qui se transforment en lames, diadèmes dissimulant des amulettes chargées d'énergie. Leur intelligence était leur plus grande force. Elles savaient se fondre dans la modernité tout en gardant vivante l'âme coréenne. Troisième génération, année entre 40 et 50. L'époque de l'après-guerre, marquée par les crises économiques et sociales. Leurs coiffures, leurs tailleurs élégants, leurs micro-rétro nous plongent directement dans cette ambiance. Leur musique change encore. Fini les rituels chamaniques ou les clubs clandestins, place au trot, le premier véritable genre pop coréen, dramatique et émouvant, diffusé à la radio et entendu par des milliers d'auditeurs. La voix des chasseuses n'était plus seulement un rituel, c'était une arme de masse contre les démons. Imagine ces micros transformés en armes secrètes, émettant des ondes capables de repousser les créatures invisibles. Leurs parapluies ou leurs cannes cachaient des lames, leurs chansons apportaient de l'espoir dans une période de désespoir. Et cet espoir, c'était exactement ce qui affaiblissait les démons. Puis arrive la quatrième génération, années 60 et 70. Dès qu'on les voit, on pense aux grandes divas soul et pop de l'époque, comme The Supreme. Elles forment un groupe totalement synchronisé, une vraie girl band, mais leur scène est aussi leur champ de bataille. Leurs bijoux, colliers et boucles d'oreilles servaient de catalyseurs magiques. Leur chorégraphie invoquait des sorts subtils. Pas de violence brute, mais une élégance stratégique. Combattre avec intelligence, avec la force de la musique et la puissance du collectif féminin. Et puis, la révolution, les sœurs solaires, 5e génération. Fin des années 90, début 2000. Jeans larges, baskets stylées, chorégraphies énergiques. C'est l'ère de la liberté féminine, de l'affirmation de soi. Contrairement aux générations précédentes, freinées par la censure et l'oppression, elles pouvaient enfin exprimer qui elles étaient, sans limite. Leur force, c'était leur liberté. Et c'est cette liberté qui permit de recréer le Rimon sous sa forme dorée, plus puissant que jamais. La réalisatrice Grace voulait éviter les clichés des super-héroïnes hypersexualisées. Elle voulait montrer des femmes authentiques, fortes mais humaines, dans lesquelles le public pouvait vraiment se reconnaître. Et ça a marché. Leurs armes mythiques, épées magiques, arcs, haches légendaires sont devenues iconiques. Enfin, la génération moderne, Leon Prick. Romy, Mira et Zoé, un trio féminin directement inspiré des groupes de K-pop comme Blackpink ou Twice. Leur look coloré, leur maquillage, leur chorégraphie entraînante, tout est pensé pour refléter la modernité. Mais les démons qu'elles affrontent sont aussi modernes. Anxiété, réseaux sociaux, culture du cancel. Ces forces obscures se nourrissent de nos peurs actuelles. Mais Leon Prick utilise les mêmes outils.
Internet, streaming, concerts mondiaux. Leur musique devient virale, leur énergie se diffuse partout, et le monde prend une nouvelle forme, multicolore, symbole d'un futur encore plus riche et diversifié. Elles sont peut-être le trio le plus puissant depuis la première génération. Et toi, après ce voyage à travers le temps, quelle génération de chasseuses t'a le plus marqué? Préfères-tu la puissance mystique des premières, l'audace des flappés, la résilience des années 50, l'élégance des divas, la liberté des sœurs solaires ou la modernité explosive des intrigues? Dis-moi en commentaire, parce que cette histoire n'est pas finie. Le futur des chasseuses dépend aussi de nous, de la manière dont on fait vivre leur légende. Moi, je t'avoue, mon cœur penche pour les intrigues, mais chaque génération a sa magie, et c'est ça qui fait des guerrières du K-pop une saga unique.